Myriam Helmick est née le 26 janvier 1957. Connue pour sa nature amicale et extravertie, elle s'est facilement fait de nombreux amis. À l'âge de 42 ans, elle est mère de 2 enfants, un fils et une fille, et mariée à Jack Giles, 46 ans. Leur vie commune est heureuse jusqu'au 29 août 2000, date à laquelle leur fille est retrouvée morte d'une overdose apparente. Cette perte a profondément affecté Jack, qui a eu beaucoup de mal à surmonter son chagrin. 2 ans plus tard, la famille subit un nouveau coup dur. Le 15 avril 2002, Myriam se lève tôt avec l'intention de faire de l'exercice, mais décide de se recoucher. Alors qu'elle se couche, elle entend une forte détonation et découvre que Jack, qui est allongé à côté d'elle, s'est tiré une balle dans la tête. Malgré ses efforts pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur les instructions d'un opérateur de la ligne 911, il n'était déjà plus là. À la suite d'une perte aussi profonde, d'abord sa fille et maintenant son mari, un ami a offert à Myriam une chance de prendre un nouveau départ. L'ami lui a suggéré de venir en Floride. Il y a un poste à pourvoir dans un studio de danse pour un instructeur, ce qui est parfait pour toi puisque tu aimes la danse. Alors que leur fils a choisi de rester en Floride, où il se sentait chez lui, Myriam était prête pour un nouveau départ et a décidé de s'installer. Alors qu'elle enseignait au studio de danse, Myriam a rencontré Alan Helmick, 62 ans, qui prenait des cours de danse de salon. Alan est originaire de Delta, dans le Colorado, et a travaillé comme courtier en hypothèque avant de prendre sa retraite. Alan venait de perdre sa femme de 30 ans, Sharon, décédée d'une crise cardiaque en 2003. Ils étaient ensemble depuis l'âge de 14 ans. Alan a sombré dans une profonde dépression après la mort de Sharon, mais un ami lui a suggéré de prendre des cours de danse pour l'aider à reprendre goût à la vie. Alan a suivi le conseil et, grâce à la danse, Myriam a ravivé son sens de la vitalité. Leur relation s'est développée et ils ont trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Alan, désireux de rendre Myriam heureuse, commence à la gâter, ce qu'elle accepte volontiers. Quelques mois plus tard, ils vivaient ensemble et 1 an plus tard, ils étaient mariés. Alan a pu offrir à Myriam le style de vie luxueux qu'elle avait toujours désiré. Elle a réalisé son rêve de posséder un studio de danse et il lui a également acheté une maison de 3200 pieds carrés à Grand Junction qu'elle a utilisée pour son entreprise d'élevage de chevaux. Myriam a fait remarquer un jour avec humour qu'elle avait mis du temps à trouver Alan parce qu'il était la seule personne dont le portefeuille était assez grand pour répondre à ses exigences. En avril 2008, les 2 investissements d'Alan et Myriam, le studio de danse et la ferme équestre, étaient en grande difficulté car aucun ne générait de bénéfices. Bien que ses avocats lui aient déconseillé ces entreprises en raison de leur manque de rentabilité, Alan espérait redresser la situation et était animé par le désir de rendre Myriam heureuse. À l'approche de leur 2e anniversaire de mariage, Alan a dû prendre la décision difficile de vendre l'entreprise. Le 30 avril 2008, Alan et Myriam se rendent à la société de gestion des titres de propriété pour s'occuper des formalités administratives de la vente. Après avoir reçu le chèque, ils se sont arrêtés dans une supérette. Myriam est entrée à l'intérieur, laissant Alan attendre dans la voiture. Soudain, l'arrière de la voiture d'Alan prend feu. Il s'est précipité hors du véhicule, paniqué. Heureusement, le feu est relativement faible et n'enflamme pas le réservoir d'essence plein. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert dans le coffre du véhicule ce qui semblait être un morceau de corde brûlée provenant du réservoir d'essence. Il s'agissait d'un ancien modèle de voiture dont le réservoir d'essence était situé à l'arrière, près du coffre, ce qui est plus courant sur les véhicules plus anciens. La police a commencé à avoir des soupçons lorsque Myriam a semblé disparaître au cours de l'incident. Elle explique qu'elle est allée à la supérette pour aller aux toilettes, mais Alan fait remarquer qu'elle s'est d'abord rendue dans le coffre. Myriam prétend qu'elle est simplement allée changer de chaussures. Alan, ne voulant pas croire que Myriam ait pu être impliquée, rejette l'incident comme une possible farce de gamin à vélo et dit à la police qu'il s'agit probablement d'un coup d'éclat enfantin. Il n'en a pas tenu compte, notant que la voiture n'avait subi que des dégâts minimes. Le 10 juin 2008,
Alors que Myriam était sortie faire des courses, elle a prévu de rencontrer Alan pour le déjeuner. Après avoir attendu au restaurant pendant une longue période sans le voir, elle est rentrée chez elle. En entrant, elle a découvert sa maison en désordre. Tiroirs ouverts, objets éparpillés, tout semblait avoir été saccagé. En fouillant davantage, elle a trouvé Alan étendu sur le sol, apparemment mort d'une blessure par balle. Lorsque la police et les inspecteurs arrivent à la maison, leur première tâche est d'évaluer ce qui a été volé et ce qui reste. Quelques détails laissent penser qu'il s'agit d'une mise en scène et non de l'œuvre d'un voleur ordinaire. En particulier, des objets de valeur tels que les bijoux de Myriam étaient toujours présents et plusieurs armes à feu ont été trouvées dans la maison. En y regardant de plus près, les inspecteurs ont remarqué que les tiroirs de la cuisine avaient été sortis d'une manière qui semblait inutile, comme s'ils avaient été fouillés pour le spectacle plutôt que pour trouver des objets de valeur. Il semblait peu probable qu'un voleur cherche des objets de valeur parmi les ustensiles de cuisine. Les inspecteurs ont donc soupçonné qu'il s'agissait d'une mise en scène. Myriam a été interrogée. Elle a donné un compte-rendu clair de sa journée, étayé par les reçus de ses achats et de ses repas. Lorsqu'on lui demande si elle a des soupçons sur les responsables, elle mentionne Alan Jr., qui a été exclu du testament en raison d'un problème de drogue. Alan l'avait exclu du testament principalement pour le protéger de l'autodestruction. Cela a soulevé des questions. S'agissait-il d'un acte de vengeance? Alan Jr. était-il impliqué ou cherchait-il à obtenir de l'argent de la drogue? Alan a été abattu d'une balle de calibre 25 et une vérification rapide a révélé que le couple possédait une telle arme. Cependant, l'arme a disparu et a été présumée volée lors du cambriolage, ce qui en fait le seul objet dérobé. Les inspecteurs disposaient d'un indice important, mais devaient déterminer comment il s'inscrivait dans le cadre de l'enquête. Quelques jours plus tard, Myriam et une amie rentrent chez elle et trouvent une carte de vœux manuscrite déposée à leur porte. On pouvait y lire « Alan était le premier. Vous êtes la suivante. Cours, cours, cours. » Myriam, qui avait déjà dit à ses amis qu'elle se sentait traquée, a vu dans cette carte la confirmation de ses craintes. Elle l'a signalée à la police, qui l'a prise comme preuve. Cependant, ils ont trouvé le message plutôt ringard et n'étaient pas sûrs de sa signification. Le code barres au verso avait été enlevé, ce qui laissait supposer que l'expéditeur voulait cacher l'endroit où la carte avait été achetée. Effrayée, Myriam prend l'avion et retourne dans sa Floride natale. Elle retrouve son amie Aline Lee et quelques mois après avoir perdu Alan, Myriam se remet à fréquenter des hommes. Myriam m'a dit « J'ai trouvé ce site web », raconte Aline Lee. Elle m'a même dit « Il doit gagner au moins 500 000 $ par an. C'est une chercheuse d'or. » Pendant ce temps, la police du Colorado continuait d'enquêter sur le meurtre d'Alan Elmick. Ils ont retourné chaque pierre et toutes les pistes pointaient vers Myriam. Alan Jr. a été mis hors de cause lorsque la police a appris qu'il se trouvait hors de l'état au moment de la mort de son père. La police se concentre sur la mystérieuse carte de vœux envoyée à Myriam. La police a contacté le fabricant de cette carte et cette carte exacte a été vendue sur un marché de la ville proche de la résidence des Elmick. En visionnant les images de sécurité, ils ont vu Myriam acheter la carte, ce qui a confirmé leurs soupçons. Myriam a ensuite déclaré à la police qu'elle avait inventé cette carte parce qu'elle n'avait pas l'impression que les autorités prenaient l'affaire au sérieux et qu'elle avait peur. Elle a déclaré qu'elle espérait que la carte aiderait la police à être plus vigilante quant à sa sécurité et à l'enquête. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a découvert des détails troublants sur le passé de Myriam, notamment la mort de son premier mari, Jack Giles. L'autopsie a révélé que Jack avait reçu une balle dans le côté droit de la tête et ses proches ont noté qu'il était gaucher, ce qui soulève des questions sur les circonstances de sa mort. De plus, lors de l'appel 911, Myriam avait laissé entendre qu'elle avait pratiqué un massage cardiaque, mais il n'y avait pas de sang sur elle à l'arrivée de la police, ce qui a jeté le doute sur son récit. L'enquête a également révélé que Myriam était la bénéficiaire des polices d'assurance vie de son mari et de sa fille. Elle avait dilapidé les fonds qu'elle avait reçus de CS Police. 6 mois après la mort de Jack,
un tribunal a ordonné à Myriam de donner la moitié de l'argent de l'assurance de Jack à l'enfant de ce dernier, né d'une précédente relation. Cette obligation financière l'a incité à déménager de Floride au Colorado. Mais au fur et à mesure que les enquêteurs creusent, le comportement de Myriam avant le meurtre semble de plus en plus suspect. Une recherche dans l'historique de son ordinateur a montré qu'elle avait consulté des sites tels que overdose de Viagra, mort par Ambien et mort par lisinopril. À l'époque, Alan prenait beaucoup de médicaments et était en grande partie cloué au lit. Les autorités ont appris que, plus tôt dans l'année du décès d'Alan, elle avait tenté en vain d'obtenir une police d'assurance de 2 millions de dollars pour Alan, sans jamais le lui dire. On a ensuite appris que Myriam avait falsifié au moins 7 chèques au nom d'Alan, pour un montant total d'environ 16 000 dollars. La banque d'Alan avait également essayé de le contacter parce qu'une somme importante avait été prélevée sur son compte pour payer des prêts commerciaux. Myriam, alors âgée de 51 ans, a été arrêtée le 8 novembre 2008 à Jacksonville, en Floride. Au moment de son arrestation, la police a découvert qu'elle était en possession de cartes de crédit, d'un permis de conduire et d'autres objets au nom de la première femme d'Alan. Myriam a essayé de prendre l'identité de Sharon. Au cours du procès, les procureurs ont évoqué les faux chèques et l'incendie de la voiture que Myriam était soupçonnée d'avoir provoqué. L'accusation a également reproché à Myriam d'avoir mis le feu à la maison de son père après avoir prétendu qu'elle lui avait volé de l'argent. Lorsque Myriam vivait en Floride, elle a admis avoir essayé d'encaisser des chèques contrefaits. Bien que déclarée non coupable, elle a également été accusée de détournement de fonds par son patron dans le cadre d'un précédent emploi dans le Mississippi. L'accusation a fourni un mobile. Myriam craignait qu'Alan ne découvre qu'elle avait falsifié des chèques et pris son argent. En décembre 2009, Myriam a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de contrefaçon. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre, à 48 ans supplémentaires pour la tentative de meurtre et à 60 ans pour la falsification. La police a tenté d'inculper Myriam pour les meurtres de son premier mari, Jack Giles, et de leur fille. Le dossier n'était pas assez solide et les causes de leur mort restent le suicide par balle et l'overdose de drogue. Le 19 mars 1996, Tom Navin a été tué d'un coup de fusil à 9 plombs alors qu'il comptait les recettes de la journée dans le pub de Jack White, près de Britas Bay, dans le comté de Wicklow. Selon sa femme Catherine Nevin, elle a été réveillée par quelqu'un qui lui a enfoncé le visage dans un oreiller. 13 000 livres irlandaises ont été dérobées dans le pub et la voiture des Nevin a été volée et retrouvée abandonnée à Dublin. Les enquêteurs ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un volume, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, un tout autre dénouement est apparu. Catherine Nevin est née le 1er octobre 1950 dans le petit village de Nairn, dans le comté de Kildare. Elle y grandit avec son frère et sa sœur dans une modeste maison de 2 chambres. Catherine a fréquenté le Presentation College dans le comté de Kildare, une école de filles dirigée par des religieuses où elle était connue pour ses résultats scolaires exceptionnels, son assiduité et ses aptitudes manuelles. Après avoir obtenu son diplôme, elle investit dans des machines à coudre et parcourt le pays pour donner des cours de couture. Elle a ensuite exploré le domaine du maquillage, suivi un cours de beauté et commencé à donner des conférences sur le maquillage et la présentation, excellant une fois de plus dans son enseignement. Son premier emploi important est au Castle Hotel, le plus ancien hôtel de Dublin, où elle travaille comme réceptionniste. Ses collègues la décrivent comme très efficace, glamour et ambitieuse, rêvant de créer sa propre agence de mannequins. À l'âge de 21 ans, elle rencontre en 1971 Tom Nevin, un habitué de l'hôtel de 10 ans son aîné. Leur relation s'est rapidement épanouie et ils se sont mariés à Rome en 1976. Tom Nevin est un homme relativement riche, réservé et terre-à-terre, originaire du village de Tina, dans le comté de Galway. Aîné d'une fratrie de 9 enfants, il avait une grande passion pour le sport, en particulier le hurling. Son charme facile à vivre et l'ambition de Catherine ont créé un partenariat dynamique. Au moment de leur mariage,
Tom dirigeait le pub de son oncle à Dolphin Barn, à Dublin. Au fil des ans, Tom et Catherine ont élargi leur portefeuille en acquérant et en gérant diverses propriétés dans tout Dublin. Catherine était activement impliquée, supervisant la décoration des propriétés et s'occupant de la collecte des loyers. En mars 1986, Tom et Catherine décident d'acheter le Jack White's Pub à British Bay, dans le comté de Galway. Ils se consacrent au pub, qu'ils exploitent de 9h30 à tard dans la nuit. British Bay, une plage de 4 km sur la côte de la mer d'Irlande, est une destination populaire pour les Dublinois, surtout en été. Par conséquent, l'acquisition du pub et du restaurant Jack White's s'est avérée être une entreprise très rentable pour les Neven. C'est à ce moment-là que Catherine a commencé à s'affirmer avec plus de force et que son mariage a commencé à se détériorer. La nature dominatrice et abusive de Catherine devient évidente, car elle maltraite souvent Tom et son jeune personnel. Bien que certains aient pu la considérer comme une figure maternelle, la plupart des gens trouvaient qu'il était cauchemardesque de travailler pour elle. Elle n'hésitait pas à humilier Tom devant le personnel et à réprimander ses jeunes employés qui finissaient par la dénoncer. Un exemple particulièrement révélateur de sa mesquinerie a été donné par un membre du personnel. Un soir, après la fermeture, Tom et le personnel profitent d'un moment de détente, discutent et rient lorsque Catherine entre dans le bar. Mécontente de la scène, elle a décidé de confisquer le pot à pourboire du personnel, un acte perçu comme mesquin et vindicatif. Tom, affectueusement surnommé « Papa » par le personnel, est un gentil géant d'1,90 m. Sa nature bienveillante et tranquille lui vaut d'être aimé par l'équipe. Il était toujours prêt à faire un effort supplémentaire pour ses employés, ce qui contrastait fortement avec Catherine, qui régnait d'une main de fer. Un membre du personnel a décrit la rigueur et l'impitoyabilité de Catherine comme étant presque inhumaine. Une femme de ménage recevait souvent l'ordre de venir plus tôt pour refaire les chambres qu'elle avait déjà nettoyées. À un moment donné, Catherine a même demandé à une femme de ménage de travailler à temps plein, ce qu'elle a refusé. Dans un geste particulièrement mesquin, Catherine a contacté les bureaux d'aide sociale et a signalé qu'une femme de ménage avait refusé de travailler à temps plein, laissant entendre qu'elle ne méritait plus aucune aide gouvernementale. En 1986, Catherine et Tom vivaient séparément, Tom occupant le logement de fonction, tandis que Catherine restait dans la chambre principale, où elle recevait des amis masculins à quelques portes de la chambre de Tom, une situation très irrespectueuse. Malgré les multiples demandes de divorce de Catherine, Tom n'était pas disposé à y donner suite. Ayant déjà subi une annulation de son premier mariage et issu d'une famille catholique, il ne voulait pas endurer un autre mariage raté et soumettre sa famille à une détresse supplémentaire. Au-delà de sa quête agressive de gains financiers, Catherine était également connue localement comme une gore, un terme utilisé en Irlande pour décrire quelqu'un qui n'a que peu de considération pour les convenances. Elle avait de nombreuses liaisons sans aucun sentiment de honte, recevant souvent des hommes dans sa chambre à coucher, juste au bout du couloir où dormait son mari. Catherine avait un penchant particulier pour les hommes en vue. Elle était captivée par les célébrités et les personnages puissants et faisait tout pour les impressionner s'ils se rendaient au Jack White's Pub. Connue pour son style provocateur, jupe courte, haut décolleté et talons hauts, Catherine utilisait sa sexualité à son avantage et les hommes semblaient se laisser facilement séduire par elle. À sa décharge, Catherine savait comment tirer parti de ses atouts de manière efficace. Les hommes la trouvaient irrésistiblement attirante et séduisante et elle prodiguait à ceux qui avaient un statut social du charme et des repas gratuits. Le mardi 19 mars 1996, Tom et Catherine s'apprêtent à fêter le 10e anniversaire de la reprise du Jack White's Pub. Après le week-end de Paddy's, le pub était en pleine effervescence et Tom n'avait pas eu l'occasion de se rendre à la banque. Ce soir-là, il était en bas, dans la cuisine du pub, en train de compter les recettes du week-end, tandis que Catherine dormait à l'étage. Selon Catherine, elle a été brusquement réveillée par quelqu'un qui lui a enfoncé le visage dans un oreiller, lui a demandé des bijoux et l'a menacé de la tuer avec un couteau. L'agresseur l'a ensuite ligotée. Au bout d'un certain temps, Catherine a entendu le bruit de 2 véhicules qui s'éloignaient à toute vitesse. Elle a réussi à appuyer sur un bouton de panique
et le gardé est arrivé vers 5h30. Ils ont découvert Tom affalé sur le sol de la cuisine, saignant d'une blessure par balle à la poitrine. Il portait encore ses lunettes et tenait un stylo, ce qui confirme sa mort. 13 000 livres irlandaises ont été volées, ainsi que la voiture de Tom, qui a ensuite été retrouvée abandonnée dans la ville de Dublin. À première vue, il s'agit d'un volume raté. Cependant, le récit de Catherine a soulevé plusieurs questions. Malgré ses affirmations, il n'y avait aucun signe d'effraction et, bien que 2 cartes téléphoniques aient été décrochées, aucune n'avait été enlevée des murs. La chambre de Catherine était en désordre, mais ne présentait aucun signe de fouille approfondie. Des bijoux étaient éparpillés, mais aucun n'avait été volé. À partir de l'heure de la fusillade, Catherine a attendu 2 heures avant d'activer l'alarme pour alerter les autorités. Lorsque les gardés sont arrivés, elle les a accueillis à peine vêtus et a affirmé qu'elle avait été attachée avec ses propres collants noirs et bâillonnée avec ses sous-vêtements. Un expert médico-légal a constaté que des tiroirs étaient éparpillés sur le sol, comme s'ils avaient été soulevés de leur côté et posés par terre, mais qu'aucune porte ou fenêtre n'avait été forcée. Catherine n'a pas cherché d'aide dans la chambre séparée de Tom après s'être libérée. En outre, un témoin s'est souvenu que Catherine avait demandé au personnel de ne pas rester au pub ce soir-là, une pratique courante après un week-end férié. Bien que les circonstances soient suspectes et que la police soit convaincue d'avoir identifié le coupable, les preuves sont essentiellement circonstancielles. Il n'y avait pas de traces médico-légales, pas de témoins oculaires et pas d'aveu, ce qui rendait difficile l'obtention d'une condamnation sur la base des seules preuves disponibles. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Catherine s'est présentée comme la veuve éplorée avec un flair dramatique. Vêtue de noir et portant une seule rose rouge, elle s'est attirée la sympathie de sa famille, de ses amis et de ses connaissances du monde des affaires. Elle va même jusqu'à installer une grande pierre tombale sur la tombe de Tom, gravée d'un poème professant son amour pour lui, et fait paraître une annonce émouvante dans un journal local pour souligner sa dévotion. Ces manifestations publiques de deuil étaient très théâtrales. Ce n'est qu'en avril 1997 que Catherine a été arrêtée, peu après avoir vendu le pub pour 500 000 livres sterling. À ce moment-là, elle était devenue une figure largement reconnue et controversée dans le pays. La famille de Tom a demandé au tribunal de geler tous ses avoirs, y compris le produit de la vente du pub, jusqu'à l'issue du procès. En 2000, le premier procès s'est effondré lorsqu'il a été révélé que les délibérations du jury avaient été écoutées. Le second procès est reporté en raison de l'hospitalisation de Catherine, mais reprend quelques jours plus tard. Catherine a plaidé non coupable et l'accusation s'appuyant principalement sur des preuves circonstancielles, elle a mis l'accent sur 3 témoins clés. Entre 1989 et 1991, Catherine a tenté à 18 reprises d'organiser la mort de Tom. Elle avait tout à gagner de sa disparition, non seulement en gagnant sa liberté, mais aussi en héritant du pub, évalué à 670 000 livres irlandaises. En plus de l'héritage du pub, Catherine a hérité de leurs 2 propriétés à Dublin, évaluées à l'époque à 1 million de livres, et d'une police d'assurance qui lui a rapporté 78 000 livres. En outre, elle disposait de 197 000 livres sterling en liquide. Catherine a approché 3 hommes qui allaient redevenir des témoins clés dans l'affaire. Le premier est William McLean, un contrebandier avoué du comté de Monaghan. McLean avait été l'un des premiers barman du Jack White's Pub lorsque les Nevin en avaient fait l'acquisition et avait été le premier amant extra-conjugal connu de Catherine. Des années plus tard, Catherine a contacté McLean, prétendant être à l'hôpital à la suite d'une crise cardiaque, alors qu'elle subissait en fait une opération de chirurgie esthétique. Elle lui offre 20 000 livres sterling et lui propose de renouer leur relation s'il accepte de tuer Tom. McLean a décliné son offre. Le deuxième homme était John Jones, un ancien membre du Sinn Féin qui tenait un cabinet de conseil derrière son magasin à Dublin. Catherine avait déjà proposé d'accueillir des réunions de l'IRA dans le pub pour s'attirer les faveurs du groupe. Lorsqu'elle a appelé Jones et lui a demandé directement d'organiser le meurtre de Tom, il a dit qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Quelques semaines plus tard,
elle réitère sa demande, mais Jones refuse à nouveau. Catherine s'est même présentée à son magasin couverte de bleu et de bandages, prétendant que Tom l'avait agressée, alors qu'il s'agissait en fait d'un autre CS de chirurgie esthétique. Il semble que Catherine ait eu une affinité particulière pour la chirurgie à cette époque. Finalement, Jones a compris le message et a cessé de répondre à ses demandes. Le troisième témoin clé est Jerry Heaps, un ancien membre de l'IRA provisoire qui travaillait pour John Jones. Jones avait présenté Jerry à Catherine. Pendant un certain temps, Catherine a approché Jerry au moins 10 fois avec divers plans pour tuer Tom. Elle a suggéré d'assassiner Tom lors de l'une de ses visites hebdomadaires à l'appartement qu'il possédait, car il était chargé des recettes du pub. Jerry a remarqué qu'à chaque fois qu'il rejetait ses propositions, Catherine proposait un nouveau plan. L'un d'eux consistait à tendre une embuscade à Tom, mais Jerry a refusé, expliquant que les coups de feu pourraient l'atteindre par inadvertance. Catherine réplique qu'il serait dramatique que Tom meure dans ses bras, mais Jerry refuse à nouveau. La veille du meurtre de Tom, le lundi 18 mars, le bar et le salon connaissent une affluence régulière de clients. Le seul événement inhabituel a été la présence d'un homme étrange, vêtu d'un long manteau et portant un sac. Il a passé un appel téléphonique, au cours duquel un membre du personnel a remarqué qu'il marmonnait et semblait parler à Tom d'une manière qui suggérait qu'ils se connaissaient. Cet homme n'a pas été vu quittant le pub, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il aurait pu se cacher à l'intérieur et abattre Tom par la suite. Une autre théorie avancée est que Catherine elle-même aurait pu être le tireur, étant donné qu'elle était la seule personne présente dans le pub ce soir-là. Tom n'a montré aucun signe de défense avant d'être abattu. On l'a retrouvé avec ses lunettes et un stylo à la main, ce qui indique qu'il n'a peut-être pas été surpris par la présence de Catherine dans la cuisine. Bien qu'aucun résidu d'arme à feu n'ait été trouvé sur les vêtements de Catherine, seuls les vêtements qu'elle portait ce soir-là ont été testés, elle aurait pu se changer avant de s'attacher, étant donné qu'elle disposait de 2 heures avant de demander de l'aide. Elle a également admis s'être lavé les mains avant l'arrivée des autorités. Un autre scénario envisagé est que Catherine aurait pu avoir un complice qui l'aurait ligoté et aurait ensuite emporté l'argent, l'arme et la voiture à Dublin. On a également émis l'hypothèse que Catherine aurait pu être impliquée dans la planification ou l'assistance au meurtre. Le procès de Catherine, surnommée la Veuve Noire, a captivé la nation du début à la fin, faisant rapidement d'elle l'une des criminelles les plus tristement célèbres du pays. Au cours du procès, elle a assassiné la personnalité de Tom en le décrivant comme un homme violent et alcoolique. Malgré son apparence glamour, impeccablement coiffée et maquillée avec soin, la bouche serrée et le menton têtu de Catherine trahissaient sa défiance sous-jacente. Son comportement extérieur de matrone semble être un effort délibéré pour contrebalancer son image provocante antérieure. L'attention portée par les médias à l'apparence de Catherine, y compris ses vêtements, ses cheveux, son maquillage et son vernis à ongles, est devenue une question importante au tribunal. L'attention portée à son apparence était si problématique que le juge a imposé une interdiction de la couverture médiatique de son apparence afin de s'assurer que le procès reste centré sur les preuves. Après un procès dramatique de 42 jours, le jury, composé de 6 hommes et de 6 femmes, a délibéré pendant un nombre record de 5 jours avant de déclarer Catherine coupable en avril 2000. Elle a été reconnue coupable d'avoir organisé le meurtre de son mari et d'avoir sollicité 3 hommes pour commettre le crime. Catherine a été condamnée à la prison à vie. Dans sa déclaration, le juge a fait remarquer « Vous avez fait assassiner votre mari et tenté d'assassiner son caractère également. J'espère que ce verdict et cette peine apporteront un peu de réconfort à sa famille. » 3 ans plus tard, Catherine est revenue devant le tribunal pour faire annuler sa condamnation. Cependant, la Cour d'appel criminelle a estimé que les nouveaux éléments de preuve présentés n'apportaient pas de soutien substantiel à sa défense et a rejeté l'appel. En 2010, un autre recours pour erreur judiciaire a également été rejeté. En 2014, sa tentative de faire appel de sa condamnation pour meurtre devant la Cour suprême a été rejetée. Comme Tom n'avait pas fait de testament et que lui et Catherine n'avaient pas d'enfants, Catherine devait hériter de tout. Cependant, la mère de Tom avait gelé les biens de ce dernier
y compris le produit de la vente du pub. La demande d'homologation déposée par Catherine était toujours en attente de l'issue du procès et, une fois condamnée, elle a perdu tout droit sur la succession. La mère de Tom avait également entamé une action en justice pour que Catherine soit déshéritée. Elle est décédée 1 an avant la condamnation de Catherine et l'affaire a été reprise par ses enfants. Ils ont fait valoir que la condamnation de Catherine devait être utilisée dans le cadre de leur action en justice, ce que la Cour suprême a accepté. Par conséquent, Catherine s'est retrouvée sans rien à la suite de sa condamnation. En septembre 2016, Catherine a été hospitalisée et on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale en phase terminale. Elle a bénéficié d'une libération temporaire révisable pour son traitement et a passé 3 jours à l'hôpital. Le 7 novembre 2016, elle a été transférée dans une unité de post-cure aiguë pour des soins médicaux continus où elle est restée jusqu'en août 2017. À ce moment-là, elle a obtenu une nouvelle RTR pour la prélibération et la resocialisation et a bénéficié d'un hébergement de soutien jusqu'à sa réhospitalisation le 6 novembre 2017. En décembre 2017, Catherine a été transférée dans un établissement de soins palliatifs où elle est restée jusqu'à son décès en février 2018 à l'âge de 67 ans. Tout au long de ces derniers mois, Catherine a clamé son innocence, arguant que sa condamnation par un jury n'était pas une preuve définitive de sa culpabilité. Elle n'a jamais révélé l'identité des personnes qui auraient pu l'aider à commettre le meurtre de Tom. En février 2018, les autorités de l'Idaho ont reçu un appel bouleversant de Lori Eisenberg. Elle a rapporté qu'elle et son mari, Larry Eisenberg, faisaient de la voile sur le lac Coeur d'Alene lorsqu'il est tombé à l'eau de manière inattendue. Néanmoins, lors de l'examen médical effectué une fois le corps récupéré, les résultats ont dépeint une image différente, ce qui a conduit les autorités à soupçonner qu'un récit plus profond et plus complexe était en jeu. Larry Eisenberg est né en 1950 et a obtenu un diplôme en sylviculture au College of Idaho. Il s'occupait de la culture, de l'entretien et de l'exploitation des forêts. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler dans l'industrie du bois. Il aimait travailler dur et a travaillé toute sa vie pour réussir. Larry s'est marié en 1974. Il a eu 2 enfants de sa première femme. Cependant, le couple a divorcé lorsque les enfants ont grandi. Peu après, il a rencontré Lori Barnes, née en 1953. Auparavant, la vie de Lori était très pauvre. Sa famille devait même parfois passer la nuit dans des fermes vides. En 1973, à l'âge de 19 ans, elle s'est mariée et a eu 6 filles, mais ils ont divorcé en 1996. Après le divorce, elle a déménagé et élevé ses filles en tant que mère célibataire. Lori avait un très bon contact avec les gens et beaucoup étaient attirés par son sourire et son rire incroyable. Larry et Lori se sont mariés en 2004 et depuis lors, il a toujours dit qu'il aimait sa femme plus que tout au monde. Leur mariage, qui a duré 17 ans, semblait idéal selon les amis et les voisins. Ils menaient une vie heureuse dans le nord de l'Idaho. À l'époque, Lori était directrice exécutive de la North Idaho Housing Coalition, qui rénovait des propriétés pour les vendre ou les louer à des familles dans le besoin. Elle était un membre respecté de la communauté et Larry était à la retraite, mais toujours actif dans diverses activités communautaires. Le 13 février 2018, Lori et Larry ont prévu de prendre leur bateau pour se rendre au lac Coeur d'Alene, avec l'intention d'assister au lever du soleil depuis un endroit pittoresque connu sous le nom de Sun Up Bay. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là étaient presque incroyables, car le lac Coeur d'Alene est généralement connu pour ses eaux calmes et tranquilles. Cependant, peu de temps après avoir mis les voiles, Lori a appelé le 911 en utilisant le téléphone de Larry et a semblé en grande détresse. Elle a informé les autorités que son mari était tombé par-dessus bord. Lori a fait part de ses efforts frénétiques pour localiser Larry dans l'eau, demandant une aide urgente. Les officiers sont arrivés sur le rivage le plus proche à 11 heures et ont envoyé un bateau de sauvetage pour récupérer Lori et lui fournir des soins médicaux. À leur arrivée sur les lieux,
Les adjoints du shérif ont demandé à la femme de leur fournir des informations sur le dernier endroit connu où se trouvait Larry. Laurie a déclaré qu'elle n'avait appelé les services d'urgence que 2 heures après que Larry soit tombé à l'eau parce qu'elle n'avait pas trouvé son téléphone portable. Laurie a également affirmé que la clé de contact était cassée juste avant l'incident, ce qui signifie qu'elle a dû redémarrer le moteur manuellement. Laurie a ensuite révélé qu'elle avait fait le tour du quartier à la recherche de Larry, mais qu'elle avait ensuite décidé de ne pas ramener le bateau sur la rive de peur de perdre sa trace. Au bout d'un moment, elle a sorti une couverture pour se réchauffer et a finalement trouvé le téléphone portable de Larry et a immédiatement composé le 911. Mais après avoir parlé, le téléphone portable lui a échappé des mains et est tombé dans le lac. Au cours de cette interaction, l'agent a remarqué que les émotions de la femme semblaient très sincères. Tout le monde était sûr qu'il s'agissait d'un accident. Le personnel médical a aidé Laurie à monter dans une ambulance pour une observation plus approfondie. Pendant ce temps, les agents ont remorqué le bateau des Isenberg jusqu'à une vedette rapide située à proximité afin d'évaluer son état. Une fois à bord du bateau, les inspecteurs ont immédiatement remarqué des éclaboussures de sang à plusieurs endroits, probablement dues au saignement de nez de Laurie. Bien que Laurie ait affirmé que la clé de contact s'était cassée avant que Larry ne tombe à l'eau, les agents ont trouvé un interrupteur et un cordon sur le sol. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange car l'interrupteur et le cordon auraient dû être reliés au commutateur d'allumage pour que le moteur puisse démarrer par la suite. En outre, la clé de contact était visiblement tordue, ce qui laisse penser qu'il y a eu une sorte de lutte. Les agents ont également trouvé d'autres clés et le sac à main de Laurie qui contenait une bouteille de jus de fruits vide. Tous ces éléments ont été saisis comme preuve. La voiture utilisée par les Isenberg pour remorquer le bateau a également été inspectée. Un shérif adjoint y a trouvé le téléphone portable de Laurie ainsi qu'un liquide inconnu répandu dans le porte-gobelet et un flacon de médicaments contre les allergies contenant l'ingrédient actif d'Imedrol. Bien qu'il s'agisse d'un médicament antihistaminique en vente libre, couramment utilisé pour traiter les allergies et la fièvre, il provoque une forte somnolence. Malheureusement, l'absence d'informations précises sur les dernières allées et venues de Laurie a donné lieu à des recherches approfondies. Il a donc été décidé de faire appel à une équipe de plongeurs équipée d'un sonar. Des hélicoptères de recherche et de sauvetage ont également été utilisés dans l'espoir de retrouver Larry, mais en vain. 5 jours plus tard, le 18 février, les inspecteurs ont appelé Laurie Isenberg et lui ont demandé d'accompagner l'équipe de plongeurs au sonar sur le lac, car leurs efforts pour retrouver Larry étaient toujours infructueux. Bien qu'elle ait accepté, Laurie ne se souvenait d'aucun point de repère précis et n'a apporté qu'une aide minime aux chercheurs. Ce comportement a semblé étrange à l'enquêteur. Tout au long des recherches, Laurie plaisantait, riait et pouvait éclater en sanglots sans raison valable. Mais d'un autre côté, tout le monde vit son deuil différemment et l'enquêteur n'a donc pas insisté sur ce point. Plus tard dans la journée, cependant, le shérif du comté a reçu 2 appels concernant le comportement suspect de Laurie dans la maison qu'elle partageait avec son mari à 20 minutes de route au sud-ouest de la ville. Les appelants étaient des voisins des Isenberg, qui ont signalé que les membres de la famille de Laurie l'aidaient à déménager, ce qui a suscité l'intérêt de la police. Cependant, le 21 février 2018, une découverte choquante a été faite qui a fait prendre à l'affaire une toute autre direction. La North Idaho Housing Coalition, où Laurie travaillait depuis des années, a informé les policiers qu'elle ne travaillerait plus avec Laurie Isenberg en raison de ses possibles activités frauduleuses. Il s'est avéré que le comptable de la coalition avait remarqué une irrégularité dans le rapport et qu'il manquait un demi-million de dollars dans le total du budget. Seule Laurie avait accès à ce montant. Cette nouvelle a été un choc pour ceux qui connaissaient Laurie Isenberg, car elle n'avait pas de casier judiciaire et, selon les forces de l'ordre, c'était une citoyenne respectueuse de la loi. C'est alors que le fils de Larry décide de parler à l'enquêteur. Il lui décrit le comportement étrange de Laurie et la possibilité qu'elle ait joué un rôle dans la mort de son père. Mais l'enquêteur considère qu'il s'agit simplement d'une rancune personnelle et il est certain que la femme n'a rien à voir avec la mort de Larry.
Néanmoins, le lendemain, un mandat de perquisition est délivré au domicile des Eisenberg dans le cadre de l'accusation d'escroquerie portée par Laurie. La perquisition a permis de trouver plusieurs éléments de preuve, tels que des gants noirs en latex, des serviettes en papier contenant ceux qui ressemblent à du sang séché, un sac à fermeture éclair contenant une poudre blanche inconnue et des taches rouges sur le sol à l'extérieur de la maison. Le détective chargé de l'enquête a immédiatement familiarisé Laurie avec les éléments de preuve. Elle a alors affirmé que le sang trouvé sur les gants et les serviettes était le sien. Quant aux taches brunes qui se trouvaient dans l'arrière-cour, elle ne les connaissait pas. Plus tard, l'examen médico-légal a permis de déterminer que les marques rouges sur le béton étaient en fait des gouttes de peinture provenant de la coloration des planches. Le 27 février, Laurie a été arrêtée pour 40 chefs d'accusation de contrefaçon. La somme qu'elle était accusée d'avoir volée s'élevait à près d'un demi-million de dollars, et comme la coalition était partiellement financée par les contribuables, l'affaire a fait boule de neige et s'est transformée en un délit beaucoup plus grave. La caution de Laurie a été fixée à 75 000 dollars et a été versée le lendemain par l'une de ses filles. Le 1er mars, 16 jours après le tragique incident, le corps de Larry a été retrouvé flottant face contre terre près du rivage, à environ 3 miles de l'endroit où Laurie a déclaré que Larry était tombé à l'eau. Le lendemain, une autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Larry Eisenberg. Mais ce n'est pas tout ce que le bureau du coroner a trouvé. Les analyses toxicologiques ont révélé des taux mortels de dimédrol et d'antihistaminique dans le sang de Larry. Bien que les surdoses de ce médicament soient extrêmement rares, les experts s'accordent à dire que ce médicament agit rapidement et peut être fatal s'il est consommé en trop grande quantité dans un court laps de temps. Les autorités ont décidé de ne pas divulguer les résultats de l'autopsie. Mais Laurie avait déjà déclaré que son mari prenait plusieurs pilules par jour et oubliait souvent de prendre la bonne dose. Laurie a également déclaré que Larry ressentait des symptômes semblables à ceux de la grippe. La seule fois où Larry a mentionné qu'il se sentait malade, c'est dans un message qu'il a envoyé à son ami. Mais ce message provenait-il vraiment de Larry? Même si le téléphone de Larry a été noyé, l'expert analyste a déterminé que la dernière fois que le signal du téléphone portable était près de la maison du fils de Laurie, c'était au moment où Larry a disparu dans le lac. C'est étrange, car Laurie a affirmé que le téléphone était tombé dans le lac le 13 février. Tous ces éléments ont conduit les inspecteurs à penser que la mort de Larry n'était certainement pas un accident. Fin mai, Laurie ne s'est pas présentée au tribunal dans le cadre de l'affaire de fraude. Un mandat d'arrêt a donc été émis à son encontre, mais elle a disparu. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d'interroger les proches de la famille Eisenberg, et bientôt des fissures apparaissent dans leur relation parfaite. Alors qu'ils semblaient heureux, Larry était extrêmement mécontent des habitudes de consommation de Laurie ces derniers mois et du fait qu'elle aidait souvent ses enfants sur le plan financier. Les détectives ont également appris que Laurie avait trompé son premier mari avec 3 hommes différents, dont Larry. En outre, ils ont découvert des modifications manuscrites du testament de Larry, qui auraient été apportées par Laurie elle-même 1 mois avant son décès. Le testament stipulait que la succession irait à 80% aux enfants de Laurie et à seulement 20% aux siens. Comme Laurie était toujours en fuite, les autorités ont décidé de publier les résultats de l'autopsie et de qualifier l'affaire de meurtre prémédité. L'autopsie a révélé que Laurie était mort d'une intoxication à la diphénhydramine après une surdose d'antihistaminique Benadryl. Benadryl est le nom de marque de la diphénhydramine, un antihistaminique utilisé pour traiter les allergies. Comme il provoque la somnolence, il est également utilisé comme somnifère. La diphénhydramine provoque la somnolence même à des doses normales qui se situent généralement entre 100 et milliers nanogrammes par millilitre. Au moment du décès de Larry, 7100 nanogrammes de diphénhydramine ont été trouvés dans son corps, ce qui est fatal. La police a même interrogé le médecin de Larry pour savoir s'il avait remarqué des signes d'accident vasculaire cérébral ou d'autres anomalies médicales. Mais les médecins ont déclaré qu'il était en parfaite santé. Sur la base de tous les éléments recueillis, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion
que Lori avait envoyé un SMS à la fille de Larry ce matin-là avant d'empoisonner son mari. Elle a ensuite ajouté des pilules au jus de fruits que l'homme a bu. Larry s'est ensuite senti mal et est tombé par-dessus bord, près du rivage. Ils ont également émis l'hypothèse que Lori avait intentionnellement éloigné le bateau de l'endroit où il se trouvait avant d'appeler le 911. Aucun membre de la famille Eisenberg n'avait d'assurance. La seule question qui restait était de savoir quel était le mobile. Selon toute vraisemblance, si Larry mourait, Lori hériterait de leur maison commune, qu'elle pourrait vendre, ce qui lui permettrait de payer le dédommagement exigé pour l'argent volé. Des amis ont également affirmé que Larry ne savait pas ce que Lori faisait à l'Idaho Housing Coalition. Enfin, en juillet, après 2 mois de disparition, Lori s'est présentée d'elle-même au bureau du shérif. Les enquêteurs étaient impatients de parler du meurtre présumé de son mari, mais ils devaient attendre que l'affaire de fraude soit jugée par un tribunal. En novembre 2018, Madame Eisenberg a accepté de plaider coupable de 3 chefs d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de volume de programme fédéral. Elle a également accepté de payer environ 580 000 $ de dédommagement. Eisenberg a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir détourné plus d'1 demi-million de dollars. Les filles de Lori ont également plaidé coupables pour des chefs d'accusation distincts de conspiration. Elles ont toutes deux été condamnées à une assignation à résidence assortie d'une amende de 50 000 $. Mais tandis que cette affaire était close, une autre continuait à se dérouler. Immédiatement après la condamnation, Lori a de nouveau été interrogée sur la mort de Larry et au cours de cet interrogatoire, les inspecteurs lui ont posé des questions directes pour savoir si elle avait tué son mari. Au cours de cet interrogatoire, Lori s'est montrée nerveuse. Elle a commencé à taper du pied, ce qui peut être un indicateur d'anxiété et de stress. Elle a ensuite été informée des résultats de l'autopsie. Bien qu'elle ait nié être impliquée dans la mort de son mari, les inspecteurs ont continué à lui présenter d'autres preuves compromettantes. Finalement, elle a refusé de répondre aux questions et a demandé un avocat. 2 ans après la découverte du corps de son mari flottant dans le lac Cœur d'Allen, un grand jury a inculpé Lori Eisenberg de meurtre au 1er degré par empoisonnement, un crime passible de la peine de mort. Son procès a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19. À l'origine, Eisenberg a été inculpée d'homicide au 1er degré par empoisonnement, mais elle a plaidé coupable d'homicide au 2nd degré, un chef d'accusation moins grave dans le cadre d'un plaidoyer Alford, ce qui lui a permis de préserver son innocence tout en reconnaissant qu'elle serait probablement déclarée coupable si l'affaire était jugée. En février 2021, elle a plaidé coupable du chef d'accusation moins grave de meurtre au 2nd degré. Jessica McPherson a déclaré qu'elle considérait l'accord sur le plaidoyer qui permettait à Madame Eisenberg de ne pas admettre sa culpabilité comme une gifle pour les proches de son père. La façon dont j'ai perdu mon père, Larry Eisenberg, a laissé un trou dans mon âme que je ne pourrai jamais combler, et depuis 3 ans, ce trou n'a cessé de s'approfondir à cause du réseau de mensonges, de tromperies et de manipulations qui n'a cessé de s'étendre, a déclaré Jessica McPherson, la fille de Larry Eisenberg. Je n'ai pas la possibilité de fermer les yeux, pas plus que ceux qui sont profondément affectés par la perte d'un si grand homme et d'un père si merveilleux. Dean Eisenberg a déclaré que son père était son meilleur ami. Il était vraiment inoubliable, a-t-il déclaré. Même ceux qui le détestaient l'aimaient d'une certaine manière. Lori Eisenberg s'est tamponné les yeux avec un mouchoir en papier pendant que son beau-fils parlait de l'homme qu'elle avait admis avoir empoisonné. Il a décrit un homme honorable et travailleur qui aimait sa famille, en particulier sa femme. Je ne peux qu'espérer qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour lui épargner l'embarras de découvrir ce que son âme sœur avait fait dans son dos, a déclaré Dean Eisenberg. Lors de l'audience, Amber Barnes a déclaré que sa mère avait manipulé la famille. Larry a consacré sa vie à Lori. Il l'aimait. Il lui faisait confiance et elle l'a tué, a déclaré Amber Barnes. Le plaidoyer Alford de Lori est du sel sur les blessures de tous ceux qui ont pleuré la perte de Larry. Elle mérite d'être tenue pour responsable de ses actes et d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Amber Barnes a déclaré que Larry Eisenberg était une figure paternelle pour elle et un grand-père merveilleux
qui embrassait mes enfants en leur faisant de grands câlins et leur ébouriffait les cheveux en leur disant qu'il les aimait. Notre famille a perdu 2 personnes ce jour-là sur le lac. Nous avons perdu Larry, le grand-père que nous aimions, et nous avons perdu Laurie, la mère et la grand-mère que nous aimions, en qui nous avions confiance et que nous pensions connaître. Laurie a brisé nos vies en prenant celle de Larry, mais elle ne s'est pas arrêtée là, a déclaré Amber Barnes. Elle a continué à nous faire du mal en nous mentant et en nous manipulant sans cesse. Elle nous a laissé la soutenir, la protéger, l'appuyer et croire en elle. Pendant tout ce temps, elle connaissait la vérité sur ceux qu'elle avait fait. Laurie Eisenberg s'est adressée à la cour pendant plus de 45 minutes avant que le juge ne la condamne. Elle a déclaré qu'elle avait commencé à voler la coalition parce que ses filles, dont l'une avait été chassée de chez elle à l'âge de 15 ans, avaient des difficultés financières. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas dire à son mari qu'elle voulait aider financièrement ses filles. J'ai vu mes précieux petits-enfants souffrir parce que leur mère n'était pas en mesure d'avoir une famille à double revenu et de leur fournir ce dont ils avaient besoin, a-t-elle déclaré, soulignant qu'ils n'avaient pas d'assurance médicale ou dentaire. Que font-ils lorsque les enfants tombent malades et doivent aller chez le médecin? J'en suis arrivé à un point où j'étais déchiré entre l'adhésion aux normes de vie de Larry et la possibilité de faire ce que je pensais devoir faire, et j'ai donc élaboré le plan le plus stupide et le plus honteux qui soit, à savoir voler de l'argent à mon employeur, a-t-elle déclaré. Les procureurs ont déclaré que Madame Eisenberg avait tué son mari pour s'épargner l'humiliation supplémentaire de perdre la moitié de ses biens lors du divorce. Mais lorsque Madame Eisenberg s'est adressée au tribunal, elle a déclaré que la boisson empoisonnée qui a tué son mari ne lui était pas destinée. Dès la découverte de ces malversations, Madame Eisenberg a déclaré qu'elle avait envisagé le suicide. « Je savais que ma vie était finie », a-t-elle déclaré. « J'avais 2 options, la mort ou la prison à vie. Je n'ai jamais voulu m'en sortir. » Elle a déclaré qu'elle avait prévu de se noyer dans le lac Cœur d'Haleine après avoir consommé la boisson qu'elle avait empoisonnée avec du Benadryl, mais son mari l'a trouvée alors qu'elle dormait sur le bateau. « Je sais que Larry serait encore en vie si je n'avais pas été là », a-t-elle déclaré. Le juge a déclaré qu'il n'avait aucun doute sur le fait que la version des événements relatée par Madame Eisenberg au tribunal était la vérité, du moins la vérité qu'elle avait décidée. « Votre vérité ne tient pas la route à la lumière de toutes les preuves », a-t-il déclaré. Le juge a condamné Madame Eisenberg à la prison à vie, avec 30 ans d'emprisonnement ferme et un crédit pour le temps passé en prison. La famille de Larry Eisenberg s'est embrassée en silence après le prononcé de la sentence. Gregory Boer est né le 19 juillet 1981. Avec son jeune frère, ils formaient une famille apparemment très unie. Greg était un membre très apprécié de la famille, un homme aimant, attentionné et travailleur. Greg, dans ses jeunes années, a été diplômé de la Comstock High School et a ensuite travaillé comme mécanicien. Greg est un mécanicien dans l'âme. Il était le genre de personne qui bricolait toujours des moteurs. Il était très intéressé par le fonctionnement de la famille. Cependant, il a ensuite trouvé un nouvel emploi dans une société pharmaceutique. Dans sa vie privée, Greg s'est marié et est devenu père au début de la vingtaine. Il a ensuite eu une fille, Lily, qui était tout pour lui. Il a fini par élever Lily en tant que père célibataire pendant 15 ans. Greg était un bon père et incroyablement proche de sa fille, qui, dit-on, est devenue la personne merveilleuse qu'elle est grâce à son père aimant et attentif. Greg a alors rencontré une femme nommée Janelle, qui travaillait à la poste, et les choses sont devenues très intenses très rapidement. Le couple est tombé amoureux l'un de l'autre. Ils avaient tous deux été mariés une fois auparavant, ce qui leur donnait un point commun, ainsi qu'une passion pour les armes à feu. Les armes et le tir étaient leur passion commune, et ils aimaient collectionner les armes et s'entraîner au tir, devenant tous deux d'assez bons tireurs. Ils se sont ensuite mariés à Las Vegas. Les proches de Greg n'ont pas tout de suite aimé Janelle. Elle se comportait bizarrement, était distante et s'est immédiatement attachée à lui. Greg appréciait l'attention supplémentaire, était amoureux et fasciné par elle. C'était leur deuxième mariage à tous les deux.
Janelle travaillait à la poste et Greg dans une entreprise pharmaceutique. La fille adolescente de Greg, Lily, issue de son premier mariage, vivait dans la maison avec eux. Après le mariage de Janelle et Greg, un enfant commun, Jason, est né. La famille de 4 personnes vivait dans leur maison de la petite ville de Scotts, dans le comté de Kalamazoo, dans le Michigan. Ils étaient heureux, gagnaient bien leur vie et consacraient une grande partie de leur argent à leur hobby, une collection d'armes à feu. Janelle n'aimait pas la fille du premier mariage de Greg, l'ignorait, faisait comme si elle n'existait pas et la supprimait de toutes les manières possibles. Lily s'est plainte de l'attitude de sa belle-mère, mais son père ne l'a pas cru au début. À l'époque, Janelle et Greg Boer semblaient former un couple heureux, mais peu à peu, Janelle a commencé à montrer son vrai visage. Elle a commencé à passer d'une personne douce mais collante à une personne désagréable, irascible et agressive, avec laquelle même Greg devenait difficile à gérer. Il a commencé à croire ce que sa fille disait au sujet de sa méchante belle-mère. Pendant un certain temps, Greg a supporté les frasques de sa femme pour le bien de son fils. Greg a toléré jusqu'à la fin, mais 4 ans après le mariage, il a demandé le divorce. Il voulait obtenir la garde conjointe de Jason. Greg en informa Janelle et temporairement, alors que le divorce et le partage des biens et de la garde des enfants étaient en cours d'examen au tribunal, il alla vivre dans une chambre située dans une autre pièce d'armement et dormit sur un matelas. Le couple a commencé à se disputer souvent parce que Janelle était contre le divorce et ne voulait pas partager la garde de son fils avec Greg. Le 14 février 2017, Janelle est rentrée à la maison pour le dîner. Greg était à la maison et une nouvelle dispute au sujet du divorce a éclaté entre eux. Une dispute qui mettra fin à leur mariage pour toujours. Janelle appelle le 911 pour signaler que Greg s'est tiré une balle. Selon Janelle, son mari est devenu fou, lui a tiré dessus, l'a blessé au bras, puis s'est simplement tiré une balle. Elle a pris peur et a appelé le 911. Il a fallu beaucoup de temps aux policiers et à une ambulance pour arriver à leur maison isolée. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils trouvent Janelle à l'extérieur, serrant la blessure de son bras. Les médecins la soignent et l'emmènent à l'hôpital. Une fois à l'intérieur, la police a trouvé le corps sans vie de Greg dans une mare de sang sur un matelas dans la salle d'armes où il vivait depuis peu. Il était déjà mort et gisait sur le dos, un pistolet gisant à quelques mètres de son corps. À première vue, il ne s'agissait pas d'un suicide et les inspecteurs ont dû tout vérifier minutieusement. Les policiers ont été stupéfaits par l'abondance d'armes et de munitions dans la maison. Sur le chemin de l'hôpital, les enquêteurs ont interrogé Janelle, blessée. Janelle a déclaré que son mari et elle avaient des problèmes et qu'ils étaient en train de divorcer. Dans l'après-midi, Janelle est rentrée à la maison pour le déjeuner et, sur le pas de la porte, une dispute a éclaté entre eux. Janelle a supplié Grego de ne pas divorcer, mais il s'y est opposé catégoriquement. Elle leur a alors affirmé qu'elle avait montré à son avocat des photos montrant les mauvais traitements infligés à elle et à son fils, et qu'il n'aurait pas son fils après le divorce. Cela a déclenché chez lui un sentiment de rage. Greg s'est emparé d'une arme et a commencé à tirer. Elle ne s'attendait pas à cela de sa part. Les policiers ont été surpris par le calme avec lequel Janelle a raconté l'agression de son mari. Elle a été blessée et aurait pu être tuée lors de la fusillade, et Greg s'est tué devant elle dans la maison, alors qu'elle était si calme, comme si rien ne s'était passé. Les policiers ont également été surpris de voir que Janelle ne voulait pas divorcer au début, mais qu'elle a immédiatement commencé à le menacer avec son fils. Cela semblait étrange. Plus tard, les inspecteurs sont retournés à l'hôpital après que Janelle ait été soignée et qu'elle se soit sentie mieux, afin de pouvoir lui poser à nouveau des questions. Sa blessure s'est avérée sans gravité. Cette fois-ci, son histoire est un peu différente. Janelle a dit qu'elle avait d'abord frappé son mari à la tête avec sa main, puis qu'il avait pris une arme et commencé à tirer. Janelle ne se souvenait plus combien de fois Greg lui avait tiré dessus, 2 ou 3 fois. Selon elle, Greg criait qu'il la tuerait pour avoir parlé à son avocat, et elle n'avait pas d'arme à la main. Janelle a choisi un bon moment, s'est approchée de son mari, lui a donné un coup de pied dans le bras et l'arme lui est tombée des mains. C'est à ce moment-là qu'il a pris une autre arme sur l'étagère et qu'il a commencé à tirer. À ce moment-là,
Il était déjà sur le matelas. Greg a blessé Janelle et s'est ensuite tiré une balle. Les inspecteurs ont trouvé l'histoire de Janelle étrange. Si Greg était en colère contre elle et menaçait de la tuer, pourquoi n'a-t-il pas mis son plan à exécution en la blessant et en se tirant dessus? Pourquoi a-t-il choisi de quitter sa vie s'il était si désireux d'élever seul son fils? Qu'est-ce que ça veut dire? Janelle a expliqué aux enquêteurs que son mari avait dû penser qu'il l'avait tuée lorsqu'elle était tombée. En tombant, Janelle s'est cogné la tête et a perdu connaissance. Ses yeux sont devenus noirs et elle a cru qu'elle était en train de mourir. C'est à ce moment-là que Greg a pris la décision spontanée de quitter sa vie et s'est tiré une balle. Puis elle s'est réveillée, a vu qu'il avait un pistolet dans la main droite et qu'il ne donnait aucun signe de vie. Et elle a appelé le 911. Les policiers sont sceptiques quant à ce qu'elle dit. Greg était un tireur d'élite. Le couple se trouvait dans une petite pièce, à une courte distance l'un de l'autre. Greg a tiré plusieurs fois et n'a touché qu'une seule fois la main de Janelle. Comment a-t-il pu rater son coup autant de fois? Greg l'aurait tué la première fois s'il en avait eu l'intention. De plus, selon Janelle, après avoir reçu le coup de feu, elle est tombée, s'est cogné la tête et a perdu connaissance pendant quelques minutes. Elle se serait vidée de son sang pendant ce temps, mais il n'y avait pas de mare de sang près d'elle, ni la blessure à la tête dont elle parlait. Les inspecteurs ont donc poursuivi leur enquête. La famille de Greg ne croit pas non plus à l'histoire de Janelle. Elle s'était déjà comportée de manière étrange et agressive, et Greg avait toléré ses frasques. Il n'a jamais levé la main sur elle et personne ne l'a cru capable de commettre un meurtre. Le fait que Greg ait manqué son coup à plusieurs reprises les a également déconcertés. L'équipe d'experts a commencé à examiner minutieusement les coups de feu tirés sur la scène de crime en essayant de reconstituer les événements. Ils ont immédiatement remarqué l'incohérence de la blessure de Greg. Le coup de feu a été tiré sur le côté gauche de sa tête et il était droitier. Physiquement, il n'aurait pas été capable de tenir une arme comme ça. De plus, l'expert a pu déterminer, d'après la granulométrie de la poudre sur la tête, que le coup de feu tiré sur la tête de Greg l'avait été à une grande distance. Son bras n'aurait pas pu s'allonger de la sorte. Autre détail important, l'arme se trouvait à quelques mètres de Greg. Comment a-t-il pu s'éloigner autant après le coup de feu? Elle aurait dû rester dans sa main, comme l'a affirmé Janelle, mais elle n'y était pas. Les trajectoires des balles ne correspondent pas non plus au témoignage de Janelle. Il s'est avéré que le coup de feu tiré sur Greg avait effleuré la porte et que des particules de bois de la porte se trouvaient sur sa peau. Il est impossible qu'il se soit tiré dessus à travers la porte. De plus, il n'y avait pas de poudre sur ses mains, ce qui signifie qu'il n'a pas tiré ce jour-là. Toutes ces incohérences dans le dossier indiquent que Greg ne s'est pas suicidé comme le prétend Janelle. Il a été assassiné. Les détectives continuent d'enquêter sur Janelle et son passé. Il s'avère qu'elle avait des problèmes avec son premier mari. Janelle a dénoncé son mari à la police pour avoir abusé d'elle, bien qu'il ait prétendu que rien ne s'était passé et qu'il n'avait jamais levé le petit doigt sur elle. Les enquêteurs rencontrent le premier mari et obtiennent des détails de sa part. Les propos du premier mari ont choqué tout le monde. Il a affirmé que Janelle s'était donné des coups de poing au visage, la blessant gravement à l'œil, et a ensuite prétendu que c'était son mari qui lui avait infligé ces coups. Le premier mari a eu de la chance, et son affaire n'a pas été jugée. Dans le même temps, Janelle n'a pas pu montrer de photos confirmant des violences domestiques de la part de Greg, elles n'existaient tout simplement pas. Les proches du défunt ont affirmé qu'il s'agissait d'un homme au grand cœur, incapable de violence. Les enquêteurs étaient convaincus que Janelle avait tiré sur son mari, qu'elle avait ensuite mis en scène son assassinat et qu'elle s'était blessée au bras. Elle n'a même pas pensé à mettre l'arme dans la main de Greg et à appeler le 911. Les inspecteurs l'ont invitée à se présenter à l'interrogatoire pour lui parler à nouveau et obtenir des aveux. Lorsqu'elle est arrivée pour être interrogée, Janelle a immédiatement annoncé qu'elle ne dirait rien sans son avocat. Elle a donc reçu des instructions de son avocat. Janelle n'a pas avoué le meurtre. Elle a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré. Elle risquait la prison à vie. L'accusation a estimé que la principale raison du meurtre de Greg était le refus de partager la garde de l'enfant de 4 ans qu'ils avaient en commun. L'avocat a tenté de faire libérer Janelle sous caution avant le procès.
Il a convaincu le juge que l'accusée n'allait s'enfuir nulle part, qu'elle était une femme merveilleuse, une employée des postes qui travaillait dur et une mère aimante. Alors que le juge examinait la possibilité d'une libération sous caution, un événement inattendu s'est produit. Janelle et son avocat, après avoir pris connaissance des preuves solides retenues contre elle, ont décidé de négocier un accord avec l'accusation pour réduire sa peine. Le procureur n'y voyait pas d'inconvénient. La famille de Greg a également accepté, estimant qu'il s'agissait de la meilleure solution pour tout le monde afin d'éviter un long procès ardu. Le 11 janvier 2018, Janelle a plaidé coupable de meurtre au second degré et a demandé pardon à la famille de Greg. Janelle a été condamnée à 19 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 17 ans. Kenneth Nix, né le 19 septembre 1946 en Louisiane, grandit dans une famille nombreuse avec ses parents et ses 5 frères et sœurs. Étant l'aîné, il a rapidement compris l'importance du travail pour subvenir aux besoins de sa famille et a commencé à s'intéresser à la mécanique. L'amour de Ken pour les motos a commencé très tôt. Ce hobby s'est transformé en profession, puisqu'il s'est orienté vers une carrière de mécanicien après avoir terminé ses études secondaires. Avec le temps et l'expérience, Ken s'est lancé dans l'entrepreneuriat, créant sa propre station-service, devenant ainsi l'un des plus jeunes propriétaires de stations-service de la région. Le sens aigu des affaires de Ken et ses efforts assidus ont été couronnés de succès, propulsant son entreprise naissante vers la prospérité. À l'âge de 20 ans, alors que son entreprise est en plein essor, il croise la route de Monita Moriarty, qui deviendra plus tard sa première épouse. Leur amour s'est épanoui et s'est concrétisé par un mariage en 1966. Choisissant de s'installer à Tulsa pour se rapprocher de la famille de Ken, le couple accueille bientôt ses propres enfants, 2 garçons et une fille. Cependant, le mariage de Ken et Monita a connu des difficultés qui ont conduit à leur décision de divorcer après plusieurs années. Monita s'installe dans un appartement avec ses 3 enfants et Ken leur rend visite le week-end. Tragiquement, en 1974, à l'âge de 27 ans, elle s'est suicidée. Laissé à lui-même sans Monita, Kenneth a assumé la responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Au cours de cette période, les affaires de Ken ont prospéré et il s'est même lancé dans de nouvelles entreprises. En 1980, Ken s'est lancé dans une nouvelle entreprise en fondant Inland Divers, une société de plongée sous-marine spécialisée dans les missions de récupération telles que les accidents de voiture ou les catastrophes naturelles nécessitant des opérations de sauvetage sous l'eau. Fidèle à ses habitudes, cette entreprise, comme les précédentes, a prospéré. Malgré ses engagements professionnels, Ken est resté ouvert à l'idée de retrouver l'amour pendant cette période. Au cours de la décennie suivante, il s'est marié 3 fois de plus, mais à chaque fois, son mariage n'a pas duré longtemps. 6 enfants étaient perplexes face aux fréquents changements de partenaire de leur père, qui leur expliquait qu'ils s'efforçaient de découvrir la femme idéale pour remplir le rôle de leur mère. C'est en 1984 qu'il rencontre Judith Bailey. Connue affectueusement sous le nom de Judy, elle était une mère divorcée avec 2 enfants. Leurs chemins se sont croisés par l'intermédiaire de leurs filles respectives, et si Ken s'est rapidement épris de Judy, celle-ci nourrissait de profondes réserves à l'idée de s'engager dans une nouvelle relation après l'échec d'un précédent mariage. Originaire du Texas, Judy s'est installée à Tulsa pendant son enfance. Elle s'est mariée très jeune et le couple s'est installé dans la banlieue de la campagne de Tulsa. Judy a trouvé un emploi de comptable et, ensemble, ils ont fondé une famille avec 2 filles, Shelly et Angela. Leur lien conjugal s'est toutefois avéré éphémère. En proie à l'infidélité et à la consommation excessive d'alcool de son mari, Judy a atteint son point de rupture et a opté pour le divorce. Après un mariage raté, Judy avait peur de faire confiance à qui que ce soit et de s'engager dans une relation. Même lorsqu'elle retrouve Ken des années plus tard, elle hésite à s'engager dans de nouvelles histoires d'amour, car elle garde une certaine méfiance. Ken et Judy se sont rencontrés et rapprochés en pratiquant la plongée. Leurs intérêts communs et leur vision de la vie sont à l'origine de leur relation. Ken tombe amoureux d'elle
et ils passent de plus en plus de temps ensemble jusqu'à ce qu'ils décident de se marier en 1985. Soucieuse de préserver la stabilité de ses filles adolescentes, Judy a choisi de rester avec leur père pour poursuivre leur scolarité et préserver leur routine, tandis que Judy s'est installée dans le foyer de la famille Nix. Remarquablement, Judy s'est parfaitement intégrée à la dynamique familiale. Elle s'est impliquée dans Inland Divers en tant que comptable et a aidé Ken à développer l'entreprise. Ils se sont révélés être des partenaires compatibles non seulement dans les affaires, mais aussi dans la construction d'une famille. Leur union a duré plus longtemps que n'importe lequel de leurs mariages précédents, mais au fil du temps, des problèmes sous-jacents ont commencé à émerger. Leurs problèmes conjugaux ont commencé une fois que leurs enfants sont devenus adultes. Judy et Ken ont élevé leurs enfants différemment, ce qui explique qu'ils aient commencé à se méprendre l'un l'autre. Ken, très travailleur, a essayé d'apprendre à ses enfants à travailler dur, tandis que Judy a continué à soutenir financièrement ses filles chaque fois qu'elles lui demandaient de l'aide. Cette discorde a persisté jusqu'en 2011, date à laquelle le couple a pris la difficile décision de divorcer. Cependant, malgré leur divorce, ils ont gardé une relation très étroite. Ils étaient si proches l'un de l'autre qu'ils continuaient à se fréquenter assidûment, comme s'ils entretenaient encore une relation amoureuse. Cependant, les tensions sous-jacentes ont persisté, entraînant de fréquentes disputes. Cette situation a perduré jusqu'au 21 mars 2016. Dans la soirée du 21 mars 2016, Judith Nix a lancé un appel de détresse au 911 après avoir découvert son ex-mari Kenneth décédé dans la chambre principale alors qu'elle lui livrait son dîner. Dès le début, elle a souligné les nombreux problèmes de santé de Ken au répartiteur, laissant entendre que son décès pourrait avoir été un choix délibéré de sa part. La police a rapidement répondu à l'appel et a trouvé Judy Nix en état de choc terrible, racontant les problèmes médicaux de Ken et indiquant son insatisfaction à l'égard de la vie. Ken luttait contre la neuropathie, une maladie débilitante qui affecte le système nerveux et provoque une douleur et un inconfort généralisé. Selon Judy, il avait auparavant évoqué la possibilité de mettre fin à ses jours. À l'arrivée des agents, Judy raconte qu'elle a passé la soirée de la veille avec Ken, mais qu'elle l'a quitté après un désaccord, constatant sa mauvaise humeur. Tout au long de la journée, elle n'avait pas réussi à le joindre et, inquiète, avait décidé de lui rendre visite vers 9 heures, le découvrant allongé sur son lit, une arme à feu à proximité. Judy a également assuré à la police que Ken prenait depuis longtemps de puissants analgésiques, ce qui pouvait également avoir affecté son psychisme. Pendant la période où il est tombé gravement malade, même ces médicaments n'ont pas aidé. Lorsque Judy a témoigné à la police, il était clair qu'elle était terriblement nerveuse et inquiète. Bien entendu, son état a été considéré comme normal après que la femme ait vu cela. La femme de 69 ans a été rapidement transportée à l'hôpital en raison de l'état de stress dans lequel elle se trouvait. Lorsque la police a commencé son enquête sur les lieux, des divergences sont rapidement apparues dans le récit de Judy. En y regardant de plus près, des détails contredisent son récit. L'état du sang séché autour de la blessure de Ken indiquait qu'il était probablement décédé depuis longtemps, peut-être depuis environ 7 heures du matin. Bien que ce moment corresponde à l'affirmation de Judy, selon laquelle elle l'a découvert plus tard dans la soirée, c'est la nature des blessures de Ken qui a éveillé les soupçons. Après examen, le médecin légiste fait une découverte surprenante. Ce n'est pas un, mais 2 impacts de balles qui ont été trouvés à moins d'1 centimètre l'un de l'autre, l'un dangereusement proche de l'orbite de l'œil et l'autre situé sur la tempe. Une telle proximité rendait hautement improbable le fait qu'un individu se soit infligé 2 blessures par balle à la tête. La différence entre les taches de sang sur la chemise de Ken et la position de son corps a fourni des preuves essentielles indiquant que le corps avait été déplacé après la fusillade. Avec cette révélation, les enquêteurs ont rapidement conclu que la mort de Ken n'était pas un suicide, mais un homicide. L'ordre qui régnait dans la maison, l'absence de signes d'effraction et l'absence de dérangement confortaient cette théorie. Pour tenter de découvrir d'autres indices,
les enquêteurs ont récupéré une caméra de sécurité placée dans la cuisine qui donne en partie sur la chambre à coucher afin de procéder à une analyse médico-légale. Alors que l'enquête se poursuit, Shelly, la plus jeune fille de Judy, arrive sur les lieux à la demande de sa mère pour récupérer le chien de Ken. Au cours d'une brève conversation avec la police, Shelly mentionne qu'elle a visité la maison plus tôt ce matin-là en présence de sa mère. Cette déclaration contredit l'affirmation de Judy selon laquelle elle n'était pas venue depuis la veille, ce qui incite les enquêteurs à examiner la situation de plus près. Par la suite, Shelly Davis est invitée à faire une déclaration officielle au poste de police, ce qui éveille des soupçons quant aux incohérences potentielles de l'alibi de Judy. Au cours de son interrogatoire, Shelly apporte un témoignage accablant sur la relation tumultueuse entre Judy et Ken. Elle a révélé des antécédents de violence, racontant des séances où Ken avait agressé physiquement sa mère, proféré des menaces et fait preuve d'un comportement abusif pendant une longue période. Shelly et sa sœur entretenaient des relations distantes et tendues avec Ken en raison de son comportement agressif. Le récit de Shelly a permis d'éclaircir la chronologie des événements survenus le jour de la mort de Ken. Elle a révélé qu'elle s'était rendue à la maison vers 11 h pour récupérer de l'argent auprès de sa mère. Judy avait ouvert la porte, mais Shelly n'était pas entrée dans la maison. Étant donné que l'heure de la mort est estimée à environ 7 h du matin, cette révélation suggère que Ken était déjà décédé à l'intérieur de la maison lorsque Judy a accueilli sa fille à la porte. Au fur et à mesure que les enquêteurs rassemblaient les preuves, tout indiquait que Judy était la principale suspecte. Toutefois, son hospitalisation l'a empêchée d'être interrogée immédiatement, ce qui a bloqué l'enquête jusqu'à ce qu'elle puisse être interrogée. L'enquête prend une tournure dramatique lorsqu'un témoin inattendu, Todd Moore, l'ex-mari d'Angela et le gendre de Judy, contacte la police le lendemain. Todd affirme détenir des informations cruciales sur l'affaire. Selon lui, vers midi le jour du meurtre, Angela et Shelley sont arrivés à son domicile, visiblement agités, et ont avoué que Judy avait tiré sur Ken. Les sœurs, paniquées, demandent l'aide de Todd pour dissimuler le crime de leur mère, discutant même de la possibilité pour Judy de fuir le pays. Consterné par leur proposition, Todd se distancie immédiatement de la situation et les exhorte à se rendre aux autorités. Angela et Shelley ont quitté le domicile de Todd, qui n'a plus entendu parler d'elle jusqu'à ce que la police intervienne. C'est à ce moment-là que Todd s'est rendu compte qu'elle n'avait pas signalé l'incident et qu'elle tentait de le maquiller en suicide. Le témoignage de Todd a permis aux enquêteurs de comprendre la dynamique de cette famille. Angela, Shelly et Judy sont dépeintes comme inséparables, les filles se tournant fréquemment vers leur mère pour obtenir une aide financière et Judy répondant systématiquement à leurs besoins. Bien que les détectives restent incertains quant à l'identité de l'auteur ou au mobile du crime, une chose est claire, la mort de Ken n'est pas un suicide. Shelley est alors placée en détention pour un nouvel interrogatoire et Judy, désormais suffisamment rétablie, est approchée par les enquêteurs pour qu'elle leur raconte les événements. Depuis son lit d'hôpital, Judy coopère avec les autorités, expliquant comment la lutte prolongée de Ken contre la neuropathie a mis à mal son bien-être physique et mental au fil des ans, le rendant de plus en plus irritable et erratique. Face aux preuves irréfutables présentées par les enquêteurs, Judy n'a d'autre choix que de revoir son récit initial. Dans son nouveau récit, Judy révèle que la tragique séquence d'événements découle d'un différend financier avec Ken. Il avait fait pression sur elle pour qu'elle le rembourse, affirmant qu'il l'avait soutenue financièrement, elle et ses enfants, pendant une longue période. Judy a également détaillé les années de mauvais traitements qu'elle aurait subis de la part de Ken, tant physiques que verbaux. Le matin de la mort de Ken, Judy s'est rendue à son domicile et, une fois de plus, leur désaccord a dégénéré en une altercation au sujet de l'argent. Mais cette fois, Ken brandit une arme et exige le remboursement de 21 000 $. Face à la menace imminente, Judy s'est battue avec Ken pour le désarmer, ce qui a entraîné la décharge accidentelle de l'arme à feu à 2 reprises au cours de la lutte. Bien qu'elle ait agi en état de légitime défense, Judy a avoué avoir cédé à la panique et avoir demandé l'aide de ses filles, qui ont collaboré à l'élaboration d'un récit dans le but de dissimuler la vérité. Malgré la révision du récit de Judy, des incohérences ont persisté, jetant un doute sur la crédibilité de son récit.
La nature précise des 2 blessures par balle à la tête de Ken contredit la notion de décharge accidentelle et les taches de sang sur ses vêtements ne correspondent pas à la séquence d'événements supposée. Au vu de ces divergences, les enquêteurs sont restés sceptiques quant à l'histoire de Judy et l'ont inculpée de meurtre. Après sa sortie de l'hôpital, elle est rapidement arrêtée. Angela est la prochaine à être interrogée. Les 2 filles avaient été impliquées dans la dissimulation du crime, comme Todd l'avait dit aux enquêteurs. Cependant, les premières tentatives pour joindre Angela se sont avérées vaines, car elle ne répondait pas aux appels et était absente de son domicile. Après 3 jours de recherche, Angela a fini par refaire surface et a fait une déclaration aux autorités, jetant un peu plus de lumière sur les événements qui ont entouré la mort de Ken. Angela commence par déclarer qu'elle ne sait rien du meurtre. Les enquêteurs savaient qu'elle ne disait pas la vérité, et ils ont donc décidé de lui demander des informations sur la caméra. Bien que les caméras de sécurité retrouvées dans la cuisine aient été mystérieusement effacées, les enquêteurs ont bluffé et lui ont dit que la caméra était bel et bien opérationnelle et qu'elle avait enregistré le 21 mars. Avec cette information, Angela est restée silencieuse et a immédiatement demandé un avocat. Les enquêteurs n'ont pas pu obtenir davantage d'informations de sa part à ce moment-là, mais cette réaction a définitivement confirmé qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne le laissait entendre. Les déclarations de Judy, Angela et Shelley étant truffées d'incohérences, il s'est avéré difficile d'établir une chronologie précise des événements. Malgré la complexité de la situation, les enquêteurs élaborent peu à peu une théorie basée sur les témoignages et les preuves. Selon cette théorie, Judy aurait tiré les coups de feu mortels et les 2 filles auraient collaboré à la mise en scène pour faire croire à un suicide. Cependant, la question demeure. La mort de Ken était-elle vraiment un accident, comme le prétendait Judy, ou avait-elle été préméditée? En examinant les allégations de violence domestique, les inspecteurs ont découvert qu'au cours des 6 dernières années, des incidents violents impliquant le couple avaient été signalés à la police. Cependant, ces appels à l'aide provenaient de Ken, qui avait tendu la main, affirmant que sa femme tentait de lui faire du mal. Les enquêteurs se sont ensuite penchés sur les communications téléphoniques entre Angela, Shelley et leur mère, découvrant des détails cruciaux qui ont permis d'éclaircir de nombreux aspects de la situation. Au fil des semaines, le trio a échangé des messages sur l'animosité de Judy à l'égard de Ken et son refus de les soutenir financièrement. Ken refusait catégoriquement que Judy cesse de favoriser financièrement ses filles, d'autant plus qu'une grande partie de l'argent provenait de Ken lui-même. Le 15 mars, Judy a envoyé un message à Angela concernant une arme de calibre 22, coïncidant avec le calibre de l'arme du crime. Le mobile devenant de plus en plus évident, les enquêteurs ont contacté les fils de Ken afin de recueillir des témoignages supplémentaires susceptibles de corroborer les preuves émergentes. Les fils de Ken ont confirmé que les relations entre leur père et Judy étaient tendues, notamment en raison de la longue habitude de Judy de détourner de l'argent de son ex-mari, même avant leur divorce. Ce problème constant a conduit à une querelle entre Ken et Judy. Cependant, le volume financier n'était pas la seule préoccupation. Ken dépendait de divers médicaments pour son état de santé et Judy avait pris l'habitude de lui voler ses pilules. Chaque fois que Ken abordait ce comportement, Judy utilisait des tactiques d'éclairage au gaz, tentant de le convaincre que sa maladie le poussait à avoir des hallucinations. Cela a incité Ken à installer une caméra dans la cuisine où il a effectivement filmé Judy en train de voler ses médicaments. En outre, Ken tenait absolument à ce que Judy ne se rende pas chez lui, comme en témoigne le fait qu'il lui ait demandé de partir le week-end précédant l'événement tragique. Leur relation avait atteint un point critique, marqué par la discorde et le malaise. Cependant, l'idée que Judy ait eu recours au meurtre pour obtenir l'argent de Ken semble illogique après un examen plus approfondi. Au cours de l'enquête, l'étude des données financières de Judy a permis de découvrir que la femme avait d'énormes dettes qu'elle couvrait avec l'aide de Ken et de son argent. La question reste donc entière. Pourquoi aurait-elle eu recours à des mesures aussi radicales ? L'élément de preuve décisif dévoile le mobile sous-jacent du crime. Dans leur accord de divorce, Judy et Ken avaient stipulé que la maison qu'ils avaient partagée, où Ken résidait actuellement,
seraient transférés à Judy en CAS de décès de ce dernier. Cet arrangement signifiait que Judy héritait de l'ensemble de la propriété et qu'elle pouvait alléger sa dette en la vendant. À partir de là, les intentions de Judy sont devenues claires. Rien n'indique que les filles de Judy aient été complices de la planification du crime, mais plutôt qu'elles aient aidé à le dissimuler. Par conséquent, l'accusation a choisi de s'appuyer sur les témoignages d'Angela et de Shelley, ce qui leur a évité d'être inculpés de meurtre. Le procès s'est ouvert en mars 2017, la défense s'efforçant de présenter Judy comme une victime d'abus ayant agi en état de légitime défense, un récit initialement convaincant pour le jury. Judy, une femme caucasienne de 70 ans, est apparue fragile et vulnérable et a été décrite comme la véritable victime dans ce récit. À l'inverse, l'accusation a cherché à établir la culpabilité de Judy en présentant des preuves qu'elle avait méticuleusement planifié le meurtre de son ex-mari. Aux premières heures du 21 mars 2016, Judy Nix est entrée illégalement dans la résidence de Kenneth Nix et s'est approchée de lui pendant qu'il dormait. Elle a tiré un coup de feu à bout portant, infligeant d'abord de graves blessures, mais ne causant pas de mort immédiate. Par la suite, elle a tiré un autre coup de feu, cette fois-ci plus près de sa tempe, ce qui a entraîné sa mort instantanée. Au cours du procès, Angela et Shelley ont apporté un témoignage crucial contre leur mère, détaillant la séquence des événements et racontant comment Judy les avait contactés en détresse, sollicitant leur aide pour dissimuler le meurtre. En échange de leur coopération, toutes les charges retenues contre eux ont été abandonnées. Après avoir délibéré pendant moins de 2 heures, le jury a rendu un verdict de culpabilité à l'encontre de Judith Nix. Les preuves présentées ne laissaient guère de place au doute. Judy avait assassiné Ken pendant son sommeil, motivée par le désir d'accéder à ses finances. En conséquence, elle a été condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle seulement après avoir dépassé l'âge de 108 ans.